organiser un événement uniquement entre femmes. C'est la première fois que je me retrouve à un événement uniquement avec des femmes et l'énergie est vraiment géniale, vraiment du fond du cœur. Merci pour ça. Avoir peur et y aller quand même. Ou comment rendre sa réussite inévitable. Et c'est ça mon objectif aujourd'hui avec vous. C'est de faire en sorte que votre réussite devienne inévitable. Et pour ça, j'ai prévu 2 parties aujourd'hui. En premier, dépolluer son esprit et repartir sur les bonnes bases. Et une fois qu'on a ces bonnes bases, les 5 grands principes pour être inarrêtable. Mais avant, je vais vous parler un petit peu de moi. Enchantée, je m'appelle Kana, K-A-2-N-A, et avant qu'on me pose la question, oui, c'est mon prénom. Non, ce n'est pas un pseudo, et encore ce midi, littéralement, quand j'ai essayé de récupérer mon petit sac avec mon repas, délicieux d'ailleurs, la dame m'a demandé « c'est quoi ton prénom ?» J'ai répondu « Kana », elle m'a dit « non, ton prénom ». J'ai dit « bah oui, Kana ». Ça me le fait souvent. En m'appelant comme ça, mes parents m'ont fait un des plus beaux cadeaux du monde. Ils m'ont donné un prénom dont les gens se rappellent. Kana, c'est pas commun. J'en connais aucune autre. Ça attire l'attention quand je le dis. Et quand j'étais petite, je détestais ça. Parce que le dernier truc que je voulais quand j'étais petite, c'était attirer l'attention. La petite Kana sur l'écran, c'est une enfant très solitaire. J'étais un enfant très timide et j'étais tout le temps dans ma bulle parce que j'avais peur des gens et surtout, je ressentais énormément d'anxiété. Mon enfance, elle a été rythmée par des crises d'angoisse, par des insomnies et même par du harcèlement scolaire. Aujourd'hui, on va faire un petit saut dans le temps. Actuellement, j'ai 21 ans. J'ai un business qui tourne, je suis copywriter. Le copywriting, c'est l'art de captiver, de convaincre et de convertir. Les mots ont une puissance inouïe et je les utilise au service du business de mes clients. Mais je ne fais pas que ça. J'ai également une chaîne YouTube que j'ai démarrée quand j'avais 16 ans. C'est aussi là que j'ai commencé à faire mes premiers petits services. C'était pas encore du copywriting, je faisais plein de trucs. Quand j'avais 18 ans, j'ai créé ma première entreprise. Après, j'ai commencé à faire plusieurs offres, à prendre plusieurs dizaines de clients. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à organiser des petits ateliers en présentiel, à faire quelques petites conférences, devant 20 personnes maximum. Et il y a eu un petit switch au moment où j'ai fait ma première grande scène. Donc c'était le Grand Rex, effectivement, à Paris, et c'est là que j'ai rencontré Cécile. Et en général, quand je raconte cette histoire, de la petite fille timide et peureuse à la femme entrepreneuse, on me pose beaucoup la question, mais comment? Il s'est passé un truc quand j'avais 13 ans. Mon papa m'a amenée avec lui à un séminaire avec des entrepreneurs. Et pour la première fois là-bas, j'ai vu des conférenciers. Et là, il s'est passé un truc que je pensais vivre, mais beaucoup plus tard dans ma vie. Un truc qui s'est allumé en moi, et une certitude, ma place, elle est là. Je ne savais pas encore comment, je ne savais pas encore pourquoi, mais un jour, sur scène, ça serait moi. J'étais faite pour ça. Et du coup, j'ai grandi avec cette certitude-là. Je me suis dit, ok, comment je vais faire? Et je ne savais pas encore. Mais avec cette optique-là en tête, j'ai grandi en développant automatiquement, presque naturellement, un état d'esprit et un mode opérationnel qui m'ont rendu inarrêtable et que je vais vous transmettre en 2 étapes. La première étape, c'est vous n'êtes pas votre peur. Encore avant? Ouais, bon, c'est pas grave, non. Après. Ok. Ce qu'il y avait normalement dans la zone blanche sur cette slide, c'est des mots assez péjoratifs. Parce que quand on parle de la peur, dans le développement personnel classique, on a tendance à utiliser un vocabulaire assez péjoratif. Il faut se débarrasser de sa peur. Il faut la vaincre. Il faut la jeter à la poubelle. Il faut l'éliminer. Moi, je ne me retrouve pas trop dans ça. Et aujourd'hui, j'aimerais vous partager une perspective un peu plus douce. Une perspective qui est la mienne. La perspective selon laquelle la peur est à votre service. C'est un fait.
la peur est à notre service. À l'origine, la peur, c'est un mécanisme de notre corps pour nous maintenir en vie. La peur, à l'époque préhistorique, c'est fait pour qu'on évite de se faire manger par des tigres à dents de sabre ou écraser par un gros rocher. Sauf qu'aujourd'hui, notre système nerveux, notre système de réaction à la peur, il n'a pas réellement évolué. Par contre, les stimuli, oui. Les tigres à dents de sabre sont devenus des patrons pas contents, ou dans notre cas, plutôt des clients, des collaborateurs. Et les gros rochers, c'est la peur de vendre, la peur de se montrer, la peur de parler en public, le syndrome de l'imposteur. Mais notre peur, à la base, elle est là uniquement pour nous protéger. Est-ce que vous connaissez le petit bonhomme qui est à l'écran? À main levée, qui a vu vice-versa dans la salle? Ok, il y a une grosse majorité. Vous voyez? Imaginez, regardez ce petit bonhomme dans les yeux et lui dire: toi, je vais t'écraser. Je vais te réduire à néant, je vais te mettre à la poubelle. Non, le pauvre, regardez-le, il est tout mignon. Et surtout, il passe l'entièreté des films à ne faire qu'une seule chose: protéger Riley, protéger son hôte. J'aime bien voir ma peur, non pas comme quelque chose qui veut me nuire, mais comme un espèce de concept inadapté. En fait, ma peur, elle est juste maladroite. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne vais pas vous dire d'avancer malgré votre peur. Je vais vous montrer comment on avance avec. On arrive au moment de la conférence où je vais faire des métaphores, et ce framework que je vais vous présenter, je le dois à Anaïs Bro, qui est une de mes mentors, une femme incroyable que je remercie beaucoup. Je vais vous demander de penser à vous-même comme on penserait à un océan. Vous êtes l'océan. Et votre peur est à votre être ce que les vagues sont à l'océan. Les vagues à l'océan, elles sont en surface, elles sont éphémères, elles passent et puis elles s'écrasent sur le rivage. Et bien vous, c'est pareil. Parce que vous n'êtes pas vos peurs, vous n'êtes pas votre surface. Vous êtes l'océan. Vous êtes des femmes infiniment plus profondes, infiniment plus vastes, infiniment plus puissantes que vos peurs ou que vos sensations. Avancer avec sa peur, c'est être capable de la retirer de la place conducteur de votre vie pour la remettre du coup sur la place passager et vous reprendre votre place conducteur. Parce que quand on a peur, on a tendance à oublier qu'on est l'océan. On a tendance à agir depuis sa surface et à se faire embarquer dans les rouleaux. Il n'y a que deux façons de rester bloqué avec sa peur. La première, c'est de la juger. J'ai peur, donc. J'ai peur, donc je suis nulle. J'ai peur, donc je ne suis pas capable. Ok, sauf que, on vient de le voir, ma peur, elle est bienveillante, elle est juste maladroite. Donc la juger, ça sert à rien. La deuxième manière de rester bloqué avec sa peur, c'est de s'y identifier. J'ai peur. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis le début de la conférence, quand je parle de ma peur, j'utilise un vocabulaire assez particulier. Je ne dis pas « j'ai peur ». Je ne dis pas « je suis anxieuse ». Je dis « je ressens de la peur et je ressens de l'anxiété ». Parce que cette peur, ce n'est pas moi. Je ne m'y identifie pas. Et pour reprendre votre place d'océan, pour arrêter de vous rester bloqué entre juger, s'identifier et de vous faire balloter dans les rouleaux des vagues, je vais vous demander de vous replacer en observateur. En premier, vous allez observer vos mécanismes. Parce qu'ils sont humains, ces mécanismes. Ok, là, je viens de me juger. Là, je viens de juger ma peur. C'est pas grave, c'est humain, ça arrive. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais me replacer en observateur. Je conscientise que la peur, elle essaie de me protéger, mais qu'elle est juste maladroite. Je l'observe, je laisse passer la vague. Si jamais je m'identifie à ma peur, pareil, c'est humain, c'est ok, c'est pas grave, je me replace en observateur, je conscientise, je laisse passer la vague. Et une fois qu'on a fait ça, et je vous invite à réellement retenir cette phrase, on est capable d'observer sa peur, et si je suis capable de voir ma peur, c'est que je ne suis pas elle. Si je suis capable d'observer quelque chose, c'est que cette chose, ce n'est pas moi. Ça marche aussi avec toutes vos autres émotions, toutes les autres sensations. Maintenant, pour replacer cette peur à la place passager et reprendre vous-même votre place de conducteur, je vais vous inviter à voir la peur comme un enfant qui veut votre attention.
Il y a certainement des mamans dans la salle. Levez la main les mamans. Je suis pas maman, je vous montre juste qu'il faut lever la main. Un enfant qui veut votre attention, est-ce que, si vous ne la lui donnez pas, il va juste partir et vous laisser tranquille? Non. Un enfant qui veut votre attention la demandera encore et encore et encore, de plus en plus fort, jusqu'à ce qu'il l'obtienne. Et la peur, c'est pareil. Encore et encore, de plus en plus fort, d'abord à votre esprit et ensuite à votre corps. L'objectif, c'est pas que la peur, elle descende encore. L'objectif, c'est de donner à l'enfant l'attention qu'il demande. On va donner de l'attention à l'enfant, mais on va le faire de la bonne manière. On va se demander, pourquoi est-ce que l'enfant veut mon attention? Croire cette peur, de quoi est-ce que ça me protège? On va prendre l'exemple de cette conférence. Parce que croyez-le ou non, actuellement, je ressens de la peur. Là, ça va, c'était surtout avant que je ressentais de la peur. Si j'avais cru la peur qui m'a dit « Kana, t'es pas capable de faire cette conférence », de quoi est-ce que ça m'aurait protégé? Ça m'aurait protégé de vous, ça m'aurait protégé de votre regard, ça m'aurait protégé de votre potentiel jugement. Parler en public, c'est une des peurs fondamentales chez l'être humain. La peur, elle essaie juste de me protéger de ça. Et ensuite, quel est le bénéfice pour moi de la croire? Si j'avais cru ma peur, que j'avais dit non à Cécile, que j'avais pas fait cette conférence, eh ben je l'aurais pas faite. Et j'aurais beaucoup moins stressé, et j'aurais peut-être beaucoup mieux dormi hier soir. Croire cette peur, de quoi est-ce que ça me protège? Quel est le bénéfice pour moi de la croire? Et une fois qu'on a fait ça, je vous invite à dire merci à votre peur. Merci. Merci d'essayer de me protéger. Merci d'essayer de m'éviter du stress. Mais tu n'es pas à mon service dans l'ici et maintenant. Je ne suis pas en réel danger. Et je choisis d'agir depuis la partie de moi qui s'élève. Une fois que vous avez fait ça, vous avez donné de l'attention à l'enfant. Il va juste repartir jouer. La vague va s'écraser sur votre rivage. Maintenant que vous êtes capable de voir que la peur essaye d'être à votre service et de la replacer en place passagère pour reprendre, vous, votre place de conducteur, on va voir comment agir depuis cette place conducteur pour être inarrêtable. Les 5 grands principes de ceux et celles qui ont décidé d'être inarrêtables. Le premier, c'est décentrer sa peur. Bonne nouvelle pour vous, c'était la partie 1 et c'était la plus compliquée. Une fois qu'on est capable de faire ça, le reste, ça va plus ou moins tout seul. Le deuxième principe, c'est le deuxième plus compliqué, c'est aller vers la peur. La peur se tient sur chaque chemin que tu n'as encore jamais pris et c'est très bon signe. C'est super cliché ce que je vais dire, mais si je fais quelque chose qui me fait peur, soit je vais réussir, soit je vais apprendre, mais de toute manière, peu importe ce qui se passe, je vais m'élever en tant que personne. Je vais vous inviter à penser à toutes les décisions qui vous ont fait peur. Je parie que ces décisions sont celles que vous considérez aujourd'hui comme les meilleures de votre vie. Peut-être que ça a été créer votre entreprise, quitter votre job, quitter une relation toxique. Peut-être que ça a été publier une vidéo sur les réseaux sociaux, écrire un livre, aller voir quelqu'un qui vous a impressionné. Toutes ces décisions-là qui vous ont fait peur, est-ce que ce n'est pas au final les meilleures que vous ayez jamais prises? Voilà. En tout cas, moi c'est mon cas. Et la dernière dans cette catégorie, et je ne pensais pas en parler aujourd'hui, mais je vais le faire, j'étais étudiante jusqu'à il y a une semaine. Et hier, dans ma chambre d'hôtel, j'ai envoyé le mail à mon administration de ma fac pour leur dire que j'arrêtais et que je me lançais. C'est la première fois que j'en parle réellement. Et est-ce que ça me fait ressentir de la peur? Ça me fait carrément ressentir de la terreur de faire ça. Ça veut dire la vie active. Et pourtant, j'y vais quand même parce que je sens que c'est par là que je dois aller et parce que je sais que peu importe ce qui se passe, je vais m'élever. Et à ce moment-là, merci ma peur. Je viens de la remercier tout à l'heure d'essayer de me protéger, mais j'irai même au-delà. Merci ma peur de me montrer là où je dois aller. En soi, la peur, ce n'est rien d'autre qu'une énorme flèche vers là où vous devez aller pour vous élever. Sauf que je sais que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Du coup, je vais vous partager un petit exercice qui m'aide beaucoup personnellement, qui a été inventé par Tim Ferriss, qui s'appelle le Fear Selling. Tim Ferriss nous invite à remplir un tableau à 3 colonnes avec nos peurs. La première, c'est définir. Je définis ma peur. C'est quoi ma peur? La première, et on va reprendre l'exemple de cette conférence, c'est d'avoir un trou de mémoire.
d'arriver sur scène et à un moment juste de plus savoir quoi dire. Horrible, ok. Ensuite, une autre peur, c'est perdre mes moyens sur scène. Plus précisément, d'arriver devant vous et juste de pas savoir quoi faire, de pas savoir quoi dire. Ok. Et enfin, la dernière peur, elle est humaine, elle me suit un peu depuis mon enfance, c'est que ça vous plaise pas. Que vous trouviez ma conférence nulle, trop perchée, voire carrément chiante. Ok. Maintenant que j'ai défini ces peurs, je vais remplir les deux autres colonnes. Et la deuxième, c'est empêcher. Qu'est-ce que je peux faire pour minimiser au maximum les chances que ma peur se produise? Je peux connaître mon talk sur le bout des doigts. Comme ça, ça réduit quand même vachement les chances d'avoir un trou de mémoire. Et puis aussi, je peux avoir des super slides sur lesquels retomber si jamais j'ai un trou de mémoire. Ensuite, pour éviter de perdre mes moyens sur scène, je peux réguler mon système nerveux avant de rentrer sur scène. C'est génial. En plus, j'ai vraiment eu la personne parfaite juste avant moi. C'est génial. Et pour éviter que ça ne plaise pas, pour empêcher que ça ne plaise pas, je peux tout simplement décider de donner le meilleur de moi-même. Et j'ai confiance en le fait que si je donne le meilleur de moi-même, ça va forcément résonner avec au moins une partie de mon audience. La troisième colonne, c'est la colonne réparer. Si jamais ma peur se produit, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer la situation, pour minimiser l'impact des dégâts? Si jamais j'ai un trou de mémoire, je peux retourner ça en moment d'apprentissage. Si jamais je perds mes moyens sur scène, je peux décider d'être vulnérable et d'être authentique. Je peux me dire, ok, bon, là je suis en train d'hyperventiler. J'ai du mal, clairement, ça m'impressionne. Du coup, je peux prendre quelques minutes pour retrouver mes esprits et pour commencer. Et je sais que je suis face à un public qui est bienveillant, donc c'est ok. Et enfin, si jamais ça ne plaît pas, je peux l'accepter et je peux vous en parler. Je peux vous demander qu'est-ce que je peux faire mieux, qu'est-ce que vous auriez aimé voir, comment je peux m'améliorer pour la prochaine fois. Et aussi, et tous ceux et toutes celles dans la salle qui ont une chaîne YouTube ou qui postent sur n'importe quel réseau social le savent très bien, 100% de ce que je dis ne résonnera jamais avec 100% de mon audience. Donc j'accepte que certaines personnes ici ne seront pas d'accord avec ce que je dis ou que mon contenu plaira beaucoup plus à certaines et beaucoup moins à certaines. Et c'est ok, et je peux être alignée avec ça. Une fois qu'on a fait ce travail-là, Tim Ferriss nous encourage à nous poser deux questions. La première, c'est « et si ça se passe bien ?» Parce qu'on a toujours tendance à se demander « ok, mais et si ça se passe mal, mais jamais et si ça se passe bien ?» C'est quoi le bon scénario? Pour moi, aujourd'hui, le bon scénario, j'en sais rien. Honnêtement, déjà, j'ai peut-être une super vidéo à mettre sur YouTube, ça c'est cool. Et aussi, je plante des graines. Je ne sais pas encore quelles fleurs ou quels fruits elles vont me donner, mais j'ai confiance en le fait que ce sera beau, parce qu'à chaque fois que je fais des conférences ou que je fais des trucs comme ça donne des très belles choses. La dernière fois, j'ai rencontré Cécile. La deuxième question, c'est le coût de l'inaction. Le coût de l'inaction, c'est un super puissant levier en marketing, mais c'est aussi un super puissant levier dans la vie. On a tendance toujours à se dire, ouais, mais c'est quoi le scénario catastrophe de si je le fais? C'est quoi le scénario catastrophe si vous ne le faites pas? Aujourd'hui, avec cette conférence, mon scénario catastrophe, si je ne l'avais pas faite, j'aurais passé le reste de ma vie à me demander comment elle aurait été si je l'avais fait. Mon coût de l'inaction, il est là. Et on va faire un petit exercice ensemble. À main levée, à main levée, qui était déjà là l'année dernière? Ok. Qui veut revenir l'année prochaine? Ok, super, quasiment tout le monde, parfait. Je vais vous inviter à imaginer deux versions de vous dans un an, qui revient ici. La première version, elle n'a pris aucune décision qui lui faisait peur pendant un an. Cette version-là, je peux vous assurer que peut-être déjà elle n'est pas là, ça se trouve elle n'a pas pu venir. Et si elle est là, elle est assise à la même place. Elle parle aux mêmes gens pour leur raconter les mêmes choses parce que rien n'a changé. Maintenant, je vous invite à imaginer une version de vous qui, pendant un an, a pris des décisions qui lui fait peur, qui est allée vers la peur. Cette version de vous qui sait ce qu'elle a pu accomplir. Peut-être qu'elle a fait x2, x3, x5, x10 sur son CA. Peut-être qu'elle a lancé des projets dont vous n'avez pas encore idée. Peut-être qu'elle a écrit un livre, peut-être même qu'elle est sur scène actuellement. Et cette version-là de vous, elle n'existe que si vous allez vers la peur, parce qu'elle se trouve
sur chacun des chemins que vous n'avez encore jamais pris. Le troisième principe de celles qui ont décidé d'être inarrêtables, c'est le « je suis une équipe ». La moi du présent travaille sans cesse en équipe avec la moi du passé et la moi du futur. Quand je ressens de la peur, j'agis pour mon équipe. J'agis pour deux choses. J'agis pour rendre fière la moi du passé, actuellement je suis en train de réaliser son rêve, et pour faire un cadeau à la moi du futur. Encore une fois, je ne sais pas exactement ce que ce sera, mais je suis sûre que les graines que je suis en train de planter donneront de superbes fleurs. Quand je ressens de la peur, j'agis pour mon équipe. Le quatrième, je l'ai changé depuis la dernière fois parce que je voulais partager un petit peu autre chose. J'ai légèrement changé. You can self-care your way out of needing people. J'aime bien cette phrase, ça veut dire, pour celles qui ne parlent pas anglais, il n'y a aucune quantité de self-care, donc de prendre soin de soi, qui vous empêchera d'avoir besoin des autres. Et cette leçon, elle est super importante pour moi parce que, est-ce que vous avez déjà vu une femme que vous admirez, une entrepreneuse, une auteure, ne parler que d'elle? Non, ça n'arrive jamais. Toutes ces femmes, elles parlent toujours de leur famille, de leurs amis ou de leur équipe, ou souvent aussi de leur mentor. Comme moi tout à l'heure avec Anaïs. Les gens inarrêtables savent qu'ils ne peuvent pas l'être seuls. Et c'est une leçon que j'ai compris beaucoup trop tard, parce que pour moi c'est contre-intuitif. J'ai tellement tendance à vouloir toujours tout faire tout seul, toute seule. J'ai tellement tendance à penser que demander de l'aide, c'est être faible. Et j'ai tellement du mal à aller vers les gens. Je suis une grande introvertie de base, et du coup je voulais faire un petit moment pour penser à vous toutes, parce que je sais qu'il y en a d'autres, il n'y a pas que moi dans la salle qui est introvertie, qui ce matin devant mon miroir, stressée. Bravo à vous, bravo à tous les introvertis qui sont là aujourd'hui, parce que vous faites un truc énorme, et c'est déjà un énorme pas vers vos peurs, vers votre succès, vers la vie dont vous rêvez. Bravo à vous. Le cinquième et dernier principe de celles qui ont décidé d'être inarrêtables, c'est de décider d'être dévoué à vous-même et à votre réussite. Est-ce que vous connaissez l'équation discipline supérieure à motivation? Parce que la motivation, c'est éphémère, alors que la discipline, c'est tous les jours. Moi, j'aime pas la discipline. Je ne suis pas quelqu'un de discipliné. Et pourtant, est-ce que ça va m'empêcher de réaliser mes rêves? Non. La discipline, je trouve que c'est un concept assez masculin. Vous n'êtes pas sans savoir que le cycle hormonal des hommes dure 24 heures alors que celui des femmes dure entre 20 et 30 jours. Et du coup, pour nous, faire les mêmes choses tous les jours et avoir cette discipline-là, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué. C'est important la discipline pour réaliser ses rêves, mais personnellement, c'est pas ça qui me porte tous les jours. Aujourd'hui, j'ai 100% confiance en le fait que je vais réaliser mes rêves parce que je ne m'arrêterai pas avant. Et ça, c'est pas grâce à la discipline, c'est grâce à ce que j'appelle la dévotion. La dévotion, c'est l'art de se consacrer à quelque chose. Et moi, j'ai décidé de me consacrer à moi-même. Et qu'est-ce que ça veut dire se consacrer à moi-même? Ça veut dire se consacrer à mon bonheur. Et mon bonheur, par quoi est-ce qu'il passe? Il passe par réaliser mes rêves, atteindre mes objectifs et travailler pour ma mission de vie. Et aussi, une autre raison pour laquelle j'adore le principe de dévotion, c'est parce qu'on peut être discipliné dans le vide. On peut faire des actions tous les jours et être super discipliné et pas travailler pour sa mission de vie, et pas travailler pour son pourquoi, et pas être aligné. Alors que la dévotion a pour priorité votre bonheur. Donc c'est pas possible. La dévotion vous demande une constante remise en question. Et c'est pour ça que j'adore ce principe. Et c'est pour ça que je vous invite aujourd'hui à l'écrire ou à le dire et à prendre cet engagement. Aujourd'hui, je choisis d'être dévouée à moi-même. Je choisis d'être dévouée à mon bonheur. Et par conséquent, je choisis d'être dévouée à mes rêves, à mes objectifs et à ma mission de vie. Et être dévouée à soi-même, c'est aussi combiner les 4 autres principes. Je suis dévouée à moi-même et à mon bonheur. Par conséquent, je suis capable de faire des choses inconfortables. Parce que la dévotion va vous amener dans l'inconfort, de toute manière.
Donc je suis capable de reconnaître que tous les mécanismes d'inaction sont de la peur. Le perfectionnisme, les excuses valables, le mauvais timing, tout ça, ce n'est rien d'autre que votre peur qui s'est parlée. Je suis dévouée à moi-même, donc je suis capable de décentrer ma peur. Je suis dévouée à moi-même, donc je sais que les décisions qui me font peur sont les bonnes et je choisis d'agir depuis la partie de moi qui ne se limite pas. Choisissez d'agir depuis la partie de vous qui ne se limite pas et d'aller vers la peur. Je suis dévouée à moi-même, donc je suis dévouée à mon équipe. Et donc j'agis chaque jour pour rendre fière la moi du passé et faciliter la vie de la moi du futur. Je suis dévouée à moi-même, donc je vais rechercher activement et nourrir en conscience des relations qui m'élèvent, me font grandir et me challengent. Je suis dévouée à moi-même parce que je mérite de réussir. Soyez dévoués à vous-même parce que vous méritez de réussir. Quand c'est la bonne décision, quand c'est le bon chemin, vous le savez, même si ça vous fait peur. Vous le savez. Entraînez-vous à le savoir et à y aller. L'entrepreneuriat, pour moi, c'est la bonne direction. Écrire, parler sur scène, aider des gens, c'est ma bonne direction. Et pourtant, cette direction, elle me fait ressentir de la peur tous les jours. Il n'y a pas un jour où je ne ressens pas de l'anxiété à l'idée d'envoyer un mail, de donner mon prix lors d'un appel de closing, de publier une vidéo sur YouTube ou de faire une conférence. Mais du coup, pourquoi je continue? Si cette direction me fait ressentir autant de peur, pourquoi est-ce que je continue? Parce que j'ai 100% confiance en le fait que j'ai quelque chose à apporter au monde, que je suis en capacité d'aider des gens. Et si je décidais d'agir depuis ma peur, je priverais le monde de ce que j'ai à lui offrir. Et c'est pareil pour vous. Ici, je vois à peu près 300 femmes magnifiques, et chacune d'entre vous a énormément de personnes dans le monde à aider, a énormément de potentiel. Chaque femme, chaque âme que je vois devant moi pourrait en impacter tellement d'autres. Par pitié, ne privez pas le monde de ce que vous avez à lui offrir parce que vous décidez d'agir depuis vos peurs. Tout est entre vos mains. La seule différence entre les deux versions de vous qui vont revenir l'année prochaine, dont on a parlé tout à l'heure, c'est qui vous décidez de laisser aux commandes. Ayez peur, mais allez-y quand même. Merci à vous.